Ici André de la Rosebille. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 18 décembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Madame Nadia Minassian nous informe lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé sur le retour du train de marchandises en Gaspésie. L'adoption du projet de loi 106 qui a eu lieu le 10 décembre dernier. Le retour de la SAC à Bonaventure. M. Jean-Guy Poirier nous parle de la nouvelle réglementation concernant l'érosion côtière. Le réseau de transport collectif de la Gaspésie et les îles. Le club de motoneige Les Aigles Blancs. M. Harry Bavin nous informe sur l'organisme Le CAVAC. Suite à une lettre reçue de la part du député M. Gaétan Lelièvre, Mme Nadia Minassian nous parle au sujet du retour du train de marchandises en Gaspésie lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé. On va revenir sur le dossier du rail. Alors, c'est une lettre qu'on a reçue de M. Gaétan Lelièvre, alors notre député, qui mentionne, je vais la lire, la lettre, Mme Minassian, par la présente, j'accuse réception de votre correspondance datée du 15 novembre 2016 concernant vos préoccupations en regard des investissements à prioriser pour faire circuler des trains de marchandises dans l'intérêt du développement industriel de la Gaspésie. À ce sujet, je vous informe que nous portons toute l'attention nécessaire à votre demande et que nous déploierons nos meilleurs efforts dans ce dossier. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, on a vraiment entendu qu'ils ont fait des sorties là, pour venir appuyer les demandes de la Pointe et du restant de la Gaspésie pour amener le train de marchandises. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, ce qui court dans les médias, c'est qu'on est en train de mettre en opposition le train passager et le train marchandise. C'est pas du tout ça la démarche. Je voudrais juste le clarifier. C'est de dire on va prioriser le train de marchandises vu qu'on a vraiment des dossiers concrets sur la table qui vont être en mesure de rentabiliser le rail et par la suite, on serait en mesure d'apporter de façon plus sainement le train de passagers également. Alors, on ne les met pas en opposition si le gouvernement veut accorder l'investissement pour la totalité du rail de marchandises et de passagers, on va le prendre volontiers. Mais à court terme, je crois qu'on va avoir des choix à faire et dans ce cas-là, on demande de prioriser la marchandise. Et privilégier l'économie en même temps. Et privilégier l'économie, exactement. On a énormément besoin. Exactement. Et je vous dirais que, pour juste vous faire suite aux démarches qui ont été faites, on a eu une très bonne écoute de la part du gouvernement. Je pense qu'on est capable de dire qu'ils sont retournés à la table de dessin, ils sont en train de regarder les possibilités et on souhaite qu'au mois de janvier, on va avoir un son de cloche pour savoir comment cet argent-là va être investi sur le rail. Alors, à suivre. Samedi le 10 décembre dernier, le projet de loi 106 fut voté et adopté. En voici un court résumé. Ce dont on parle dans le projet de loi aujourd'hui, c'est une réduction de la facture énergétique pour les citoyens du Québec. C'est de l'aide pour l'amélioration à la performance énergétique à la maison, permettre aux citoyens de devenir des producteurs d'énergie, de batteries pour de stockage d'énergie également à la maison, réalisation d'évaluation énergétique, permettre également l'accès à différentes sources d'énergie. Pour les commerces en particulier, particulièrement dans des régions du Québec, c'est la valorisation des systèmes de biomasse. C'est de permettre également dans plusieurs régions l'accès à un réseau de gaz naturel en favorisant son expansion. C'est également la réduction des coûts énergétiques pour plusieurs entreprises. Et c'est permettre des gains en efficacité à la fois pour les serres, pour les stations de ski, pour nos alumineries, nos aciéries et également dans un domaine qui est particulièrement important ces jours-ci pour nous, pour tous les Québécois, le domaine de la foresterie. Et certaines entreprises veulent continuer de forer au Québec parce qu'on importe chaque année plus de 12 milliards de dollars de pétrole ici au Québec. On parle de la mise en place de l'encadrement le plus rigoureux en Amérique du Nord, d'une hausse importante des amendes en cas d'infraction, de l'obligation pour les entreprises de fournir des garanties financières, des assurances, d'un plan de restauration des puits d'hydrocarbures qui sera approuvé au début et au milieu et à la fin du projet, des activités soumises, entre autres au Québec, lorsqu'on parle de pétrole québécois, d'activités soumises au marché du carbone,
On parle également de mesures spéciales et de règlements pour la protection de nos lacs, de nos rivières, de nos baies et du fleuve, et bien sûr le paiement de redevances par les entreprises. Je rappelle également que dans ce projet de loi et dans les règlements qui vont suivre, il n'y aura aucune fracturation hydraulique sans que la population ne soit consultée. Pas d'accès au terrain sans entente avec les propriétaires et également en informant les municipalités du Québec. Des mesures spécifiques également pour la protection des terres agricoles. Aucune expropriation en mode exploration sans le consentement du propriétaire et la mise en place de comités de suivi avec la municipalité pour chacun des 317 projets au Québec. 4 chapitres dans cette loi-là, 3 chapitres qui ont très bien été en termes de collaboration, d'ailleurs, qui ont été approuvés, qui ont fait l'objet de l'approbation d'à peu près tous les partis politiques ici présents. Les 3 sections, bien sûr, sur le développement des énergies renouvelables. Par contre, une 4e section, beaucoup plus difficile, celle sur les hydrocarbures. Pourquoi plus difficile? Parce qu'il y a plusieurs lacunes. Il n'y a rien de parfait, c'est clair, mais j'ai la ferme conviction qu'on aurait pu aller plus loin, qu'on aurait pu faire mieux si on avait pris un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour consulter, oui, mais un peu plus de temps aussi pour travailler ensemble, pour voir comment on aurait pu améliorer cette loi-là, qui, comme je le disais tout à l'heure, est l'une des lois à grandes conséquences là, sur la santé et la sécurité des personnes, mais aussi sur notre environnement. Les plans d'eau. Comment expliquer, par exemple, que dans cette loi-là, dans la loi 106, on n'accordera pas de protection particulière à la baie des Chaleurs, à la baie de Gaspé, à la baie de Malbaie à Percé? Pas plus de protection qu'un simple cours d'eau intermittent. Un cours d'eau dans lequel on retrouve un écoulement des eaux pendant 1 mois, 2 mois par année. Bien, c'est ça la protection, malheureusement, que les 3 baies gaspésiennes vont avoir en vertu de la loi 106. Pourquoi? Bien, parce qu'à l'article 12, on a suspendu, mais on n'a pas pu y revenir, pas pu compléter le travail qui était amorcé, la réflexion. Donc, extrêmement important, 3 baies qui sont extrêmement importantes pour l'économie de la région. Le tourisme, la pêche, la mariculture, 3 plans d'eau majeurs reconnus au niveau international et qui, malheureusement, n'ont aucune protection adéquate. Les pouvoirs des municipalités. Le projet de loi 106 va accorder des pouvoirs au MRC, aux municipalités, en vertu notamment du schéma d'aménagement, mais seulement pour les nouvelles licences qui vont être demandées. Dans une région comme la Gaspésie, c'est tout près de 85 % du territoire qui est déjà sous licence. Donc, des claims ont déjà été accordés. Aucun pouvoir pour les municipalités ou les MRC d'intervenir sur 85 % du territoire. Après 100 ans d'exploration, croyez-vous sincèrement que le 15 % qui reste peut faire l'objet d'une demande de licence un jour? Moi, j'en doute fort. Donc, aucun pouvoir pour les communautés d'intervenir en termes de réglementation, d'interdiction, d'exploration ou d'exploitation des hydrocarbures sur leur territoire. Et je souhaite sincèrement qu'on poursuive notre réflexion pour compléter l'exercice qui, inévitablement, est inachevé. Merci. Sinon, pour le résultat du vote, Monsieur le secrétaire général. Pour 62, contre 38, abstention aucune. En conséquence, la motion est adoptée et le projet de loi numéro 106, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives est adopté. L'Assemblée ayant terminé... La Société d'assurance automobile du Québec annonce l'ouverture d'un nouveau centre de service à Bonaventure dès le 19 décembre 2016. Le nouveau centre sera situé au 115 avenue Louisbourg. La clientèle pourra y obtenir les services liés au permis de conduire et à l'immatriculation. De passage à notre studio, M. Jean-Guy Poirier a bien voulu nous éclairer sur les nouvelles règles concernant l'érosion côtière par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la nouvelle réglementation concernant l'érosion côtière par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire? Oui, il y a une nouvelle norme qui vient d'être appliquée au niveau de l'enrochement. C'est que dorénavant, l'enrochement, ça ne sera plus permis à peu près à nulle part, excepté si les personnes qui veulent faire l'enrochement, il va falloir qu'ils prennent des experts, qu'il y ait des devis qui soient faits. À ce moment-là, ça va être étudié par le ministère. Mais au moment où on en se parle, comme il se passait auparavant, quelqu'un pouvait
ni plus ni moins protéger sa propriété, il ne pourra plus le faire à partir de maintenant. Il y a un autre aussi, une autre chose qui a été mise en place, là, ce qu'on appelle le cadre normatif au niveau de l'érosion, les zones inondables et tout ça. Les cartes, il y a eu une expertise de fait là-dessus. Les cartes sont déposées dans les MRC, dans les municipalités. Et puis, à plusieurs endroits, il y a des contraintes sérieuses. Où on a relevé, ni plus ni moins, comme expertise, que c'était un terrain inondable. Ce qui veut dire que les cartes sont déjà déposées dans la municipalité et où c'est identifié que c'est une zone inondable, les municipalités ne peuvent plus émettre de permis de construction. Et dans la Gaspésie, ici, il y a plusieurs endroits que c'est le cas, surtout le long de la baie des Chaleurs, là, où avec les grands vents, l'automne, etc., il y avait beaucoup d'inondations. Il y a aussi beaucoup de barachois le long de la baie des Chaleurs. Alors, toutes ces zones-là, là, il y a des contraintes, puis on ne pourra plus émettre de permis. D'accord. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être faites pour protéger les résidences qui sont déjà en place? Bien, les résidences qui sont en place, le gouvernement, le gouvernement là, habituellement, il n'intervient pas toujours dans ces cas-là. Souvent, mettons, une maison qui est à l'heure actuelle, et puis qu'il y a une possibilité là, que la maison parte, ni plus ni moins, parce que le talus, ni plus ni moins, s'en va dans la baie des Chaleurs. Là. On a beaucoup de difficultés à avoir de l'argent du gouvernement. Souvent, c'est à la charge du propriétaire. À moins que le gouvernement décide de faire un mur pour empêcher ce genre d'érosion-là. Mais dans la majorité des cas, là, c'est laissé aux propriétaires privés de s'occuper soit de déménager ou soit de faire les réparations nécessaires. Mais la sécurité civile, ils ne compensent pas monétairement dans tous les cas. Puis y a-t-il des autres mesures qui peuvent être acceptées en dehors de l'enrochement, mais qui pourraient être... Au moment où on se parle, non. Parce que de plus en plus, on s'est aperçu aussi, avec les années, que l'enrochement, c'était pas toujours la meilleure chose à faire. Souvent, un exemple, si un propriétaire plaçait de l'enrochement pour protéger sa propriété, c'est que l'érosion se faisait plus loin. La vague frappe là, et puis elle va se faire une place où il faut qu'elle entre à quelque part. Alors, elle va entrer où il n'y a pas d'enrochement. Ce qui veut dire qu'un propriétaire se protégeait, puis il venait de causer des problèmes à son voisin. C'est pour ça que l'expertise a été faite, là, puis qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui. Puis pour protéger les routes, est-ce que ça va être pas mal différent? Bien, les routes, au niveau des routes, c'est pas la même chose, parce que c'est souvent au niveau des ponceaux, et quand il y a des cours d'eau voisins, etc., c'est ni plus ni moins, la réglementation n'est pas la même du tout qu'au niveau de l'érosion le long de la baie des Chaleurs ou d'un cours d'eau majeur. Là. OK, d'accord. C'est pas pareil du tout. Il y a une différence énorme. Bien, merci beaucoup, M. Poirier. Ça fait plaisir, monsieur. Voici M. Antoine Audet, directeur du régime, qui nous informe sur la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le service a commencé à rouler vraiment le 3 mai 2010. Donc, ça a commencé, on a maintenant comme 6 ans et demi d'existence. Fait que vraiment, c'était vraiment un projet là, régional qui avait été pensé pour desservir, là, je dirais, les différents secteurs dans l'ensemble de la région. Donc, donc à cette date-là, là, l'ensemble du réseau a été mis en branle. Donc, partout sur le territoire Gaspésie, les îles, les trajets sont offerts là, sur une base quotidienne du lundi au vendredi. À qui s'adresse le service? Bien, c'est vraiment un service, je vous dirais, accès universel. Là. C'est vraiment destiné à l'ensemble là, des citoyens. Ceci étant dit, à la base, les gens, quand les élus ont pensé à ça, c'était vraiment, je vous dirais, d'augmenter la mobilité des citoyens sur notre territoire, mais beaucoup de donner accès à l'emploi et à l'éducation. Donc, je vous dirais que principalement, on dessert des gens qui vont travailler ou qui vont étudier. Puis dans une moindre mesure, il y a environ 10 % de notre clientèle qui se déplace pour leurs besoins de loisirs, de rendez-vous pour magasiner. Donc, on a vraiment, je vous dirais, des gens là, de toutes sortes d'horizons, des gens qui ont une voiture, qui font le choix d'utiliser nos transports, d'autres qui n'ont pas de moyens de transport. Ça varie vraiment. Mais nos trajets, je vous dirais, sur l'ensemble du territoire ont toujours la même logique. On part des extrémités, des extrémités. On part de certains points des territoires et on amène les gens le matin sur les pôles de services et d'emploi. Puis dans le fond, en fin de journée, ces trajets-là reviennent. Et quel est le secteur desservi par le régime? On est vraiment présent sur l'ensemble du territoire Gaspésie-les-Îles. Tu sais, la régie, c'est vraiment l'ensemble des MRC du territoire puis l'agglomération des îles de la Madeleine. Donc, on a vraiment des trajets qui touchent l'ensemble du territoire. Là. Dans le secteur ici, vous voyez, on a des trajets qui font Passepébiac-Carleton quotidiennement. Et il y a aussi des trajets qui font Passepébiac-Chandler aussi à chaque jour. Donc, mais ça, c'est vraiment sur l'entame en Haute-Gaspésie, dans la côte de Gaspé aussi. Quels sont les tarifs pour utiliser le service?
Oui, on a deux. En fait, il y a deux types de tarifs. Il y a les tarifs, là, je dirais, au passage unique. En fait, pour prendre le transport pour un déplacement, quel qu'il soit sur le réseau, c'est 4 en monnaie. Là, les gens peuvent aussi acheter des livrets de billets au coût de 30 pour 10 passages. Donc, ça revient à 3 le déplacement. Donc, peu importe la distance, c'est toujours le même coût. Et depuis un an, depuis le 1er janvier dernier, on a des passes mensuelles illimitées. C'était vraiment une demande de nos usagers. Donc, c'est des cartes qui donnent accès au transport de manière illimitée par mois. Et donc, ça, c'est au coût de 100 qui sont disponibles. On a aussi des tarifs à 80 pour les étudiants. Combien de véhicules environ sont en opération? Pour le collectif, on a une quinzaine de véhicules qui sont en opération sur l'ensemble du territoire. Et donc, il y a aussi 2 territoires qu'on dessert au niveau du transport adapté. Dans la baie des Chaleurs, on a 4 véhicules qui sont dédiés pour le transport des personnes handicapées. Et on en a 2 aussi en Haute-Gaspésie là, de plus. Donc, au total, ça fait comme 21 véhicules qui bougent, je vous dirais, à chaque jour sur le territoire pour transporter les Gaspésiens et les Medelinos. Puis combien d'usagers environ par année peut utiliser le service? On fait environ 85 000 déplacements annuellement sur l'ensemble du réseau pour le transport collectif. Pour le transport adapté, c'est environ 20 000 dans la baie des Chaleurs qu'on fait et 15 000 en Haute-Gaspésie. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur, à la maison. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Régime, tu me transportes! Nous nous sommes déplacés au club de motoneige Les Aigles Blancs, situé au 119 route Whittam à Hope, où nous y avons rencontré le président du club, M. Aurélien Côté. Depuis la dernière journée, le 9 décembre, c'était la pré-vente pour les droits d'accès pour circuler sur les sentiers de motoneige. Effectivement, il y a beaucoup de motoneigistes qui sont prévalus de la pré-vente cette année pour économiser 70 $ parce qu'après le 9 décembre, la carte, le droit d'accès se vend 385 au lieu de 315 en pré-vente. Elle est obligatoire si on veut circuler sur les sentiers de motoneige et effectivement, bien, ça aide les clubs, l'argent qui est récupéré de la vente des droits d'accès, aide les clubs à payer les infrastructures, les réparations de sentiers, les surfaceuses, l'essence pour mettre dans la surfaceuse, ainsi de suite. On améliore les sentiers d'année en année, mais pour ça, ça prend de l'argent. Et les membres du club qui achètent les droits d'accès participent au financement pour payer ces infrastructures-là puis ces choses-là qui sont obligatoires pour l'entretien des sentiers et pour que ceux-ci soient sécuritaires également aussi. Puis la pré-vente, ça a très bien été cette année? Très bien fonctionné parce qu'on est en avant de l'an passé. Pour la pré-vente, on a presque équivalu la totalité des ventes de droits d'accès de l'an passé. Ça fait que ça a été une bonne récolte, disons. Les sentiers vont être ouverts à partir de quand? C'est une bonne question parce que c'est dépendamment de la température. Si on se réfère aujourd'hui, il tombe de la neige, c'est bien. Ça en prend pour l'ouverture des sentiers, mais également ça prend du froid. Pour l'instant, les endroits où sont accumulés de l'eau, ne sont pas encore gelés. C'est sûr que la neige fait un genre d'isolant pour que ça gèle. Pour pas que ça gèle, on va être obligé de travailler fort pour faire en sorte que les accumulations d'eau gèlent pour qu'on puisse sortir avec la surfaceuse pour procéder à l'ouverture des sentiers. Une date exacte, je ne peux pas vous la donner précisément aujourd'hui. Ça va dépendre de dame température. Si, en fin de semaine, disons, il annonce un peu plus de froid, disons que c'est favorable pour nous autres pour ouvrir les sentiers. Par contre, c'est toujours facultatif de
du nombre de journées qu'il va y avoir des moins 15 ou moins 20. Là, ça va être très important, surtout au début de la saison, parce que quand on circule dans les endroits où il s'est accumulé de l'eau, bien, si on défonce l'eau, bien, c'est la vase, puis tout ça, ça fait que c'est pas intéressant pour personne. Les motoneigistes ne sont pas nécessairement intéressés à se promener dans l'eau ou dans la vase, dans la terre noire, ces affaires-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser de retarder de quelques jours l'ouverture des sentiers pour ne pas avoir accumulé ces problèmes-là dans le futur. Et côté sécurité, c'est sûr que la sécurité, c'est toujours très important sur les sentiers. C'est même prioritaire sur nos sentiers. On a une signalisation qui donne l'information aux motoneigistes pour circuler de façon sécuritaire. Et c'est sûr que la vitesse est toujours un facteur aussi qui est toujours considéré lorsqu'il y a des accidents ou des choses de même. Mais on prend pour acquis qu'un accident, c'est toujours un accident de trop. Donc, on recommande à nos motoneigistes d'être très vigilants et c'est que de conduire prudemment dans tous les sentiers ou ailleurs où ce qui circule. Et y a-t-il des dates limites pour que le monde puisse adhérer aux cartes d'accès? Non, il n'y a pas de date limite. Ils peuvent, aux endroits habituels de vente, ils peuvent se procurer des droits d'accès jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a aucun problème. Il y en a toujours en vente là, durant la saison, sauf qu'ils sont un petit peu plus chers après le 9 de décembre. Le club existe depuis combien de temps? Le club a été fondé en 1992. Cette année, c'est le 25e anniversaire de la fondation du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Et au cours de l'année, on va le souligner à quelques occasions. On va vous faire part des activités qui vont suivre là, concernant le 25e anniversaire de fondation du club. Nous avons rencontré pour vous M. Harry Babin, qui nous a parlé du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Bonjour, M. Harry. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui c'est quoi, en gros, le CAVAC? Oui, bien, premièrement, le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Le CAVAC, nous, on est là sur le territoire gaspésien depuis 2003. Le réseau des CAVAC, on est 16 CAVAC à la grandeur de la province. Donc, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, c'est un organisme communautaire où on offre des services spécialisés à toute personne qui est victime d'un acte criminel. Et quand je dis toute personne, c'est aussi de tout acte criminel. Donc, les personnes peuvent être victimes de différents types d'actes criminels. On peut parler ici de menaces, de voies de fait, d'intimidation. Ça peut être aussi de violence conjugale, d'agression sexuelle, même de fraude. Fait qu'on reçoit des gens qui sont victimes de différents types d'actes criminels. Et ça, peu importe si la personne qui a commis le crime, elle est arrêtée par les policiers ou elle est reconnue coupable, c'est pas important. C'est que dès qu'on est victime d'un acte criminel, on peut faire affaire avec nos services spécialisés ici, là, en Gaspésie. Puis à qui s'adresse principalement? Bien, comme je vous dis, c'est des gens de tout âge. Ça peut être des jeunes enfants, des adultes, des personnes, des aînés. Fait que une personne qui est victime d'un acte criminel peut recevoir de nos services. Vous savez aussi, un crime, ça peut entraîner différentes conséquences. Fait que nous, on est là pour travailler justement là-dessus. Il peut y avoir des conséquences physiques, ça peut être des conséquences psychologiques, sociales ou même financières. Donc, le rôle du CAVAC, c'est vraiment d'aider les gens à surmonter les conséquences du crime qu'ils ont subi. Donc, on fait une intervention dans le but de réduire les conséquences puis aider les gens à trouver un équilibre le plus rapidement possible. Donc, ce qu'il faut dire aussi qu'on a une équipe de 8 personnes, donc une équipe de professionnels qui interviennent dans le domaine social. Donc, on a des gens qui sont formés en psychologie, on a des gens qui sont... C'est pas des psychologues, par exemple. On a une formation en psychologie, on n'a pas de psychologue ici. Par contre, ça peut être aussi des gens qui sont en travail social, en criminologie ou autres. Tous nos services sont gratuits, c'est important de le dire, sont confidentiels, hautement confidentiels, et aussi bilingues. On offre des services bilingues là, sur le territoire gaspésien. OK. C'est toute la Gaspésie au complet, votre territoire? Oui, tout à fait. Nous, on couvre la Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est sûr que c'est les districts judiciaires de Gaspé et Bonaventure. Donc, on a des points de service dans les palais de Saint-Anne-des-Monts. On a un point de service également au palais de justice de Percé. Un autre point de service au palais de justice de New Carlisle et Carleton. Et un dernier qui est aux îles de la Madeleine.
Le siège social, bien sûr, il est ici là, à Chandler. Puis une personne qui aura besoin de vos services, il peut vous rejoindre comment? Bien, différentes façons de nous rejoindre. C'est sûr qu'ils peuvent nous appeler directement au siège social. Je peux donner le numéro de téléphone si vous voulez. Le numéro sans frais, c'est le 1-866-892-4331. Ou ils peuvent se rendre directement dans les palais de justice, différents palais que j'ai mentionnés tout à l'heure. On a des points de service. Ou se rendre directement ici à Chandler, c'est au 484 Place Hôtel de Ville à Chandler. Et on va pouvoir les recevoir là, facilement. Okay. Plus précisément, c'est quoi les services qui sont offerts par le CAVAC? Écoute, il y a différents services qu'on peut offrir. Premièrement, on offre l'intervention psychosociale et en choc post-traumatique. Donc, on va regarder notre intervention va être basée sur les besoins de la personne victime, mais aussi on va regarder toutes les ressources qui sont disponibles pour cette personne-là. On offre également de l'information sur les droits et recours de la personne victime. Donc, toute l'information qui concerne les procédures judiciaires, on est là pour informer la personne tout au long des procédures. On offre également de l'assistance technique parce que des fois, les gens ont besoin de compléter différents formulaires, soit pour l'indemnisation ou pour des formulaires sur les conséquences du crime que la Cour va demander. On va aider les gens à compléter les différents formulaires. On va également orienter les gens vers les ressources, soit des ressources communautaires, on a différents partenaires, des ressources communautaires, des ressources dans le domaine de la santé et des services sociaux, et vers les ressources juridiques également. Puis finalement, le gros de notre travail aussi, c'est l'accompagnement. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens à travers des procédures judiciaires quand il y en a. Fait que, grosso modo, c'est de venir en aide aux personnes, de les supporter, de les aider, de les conseiller et de les supporter tout au long des démarches. Pour terminer, voici votre chronique Rendez-vous. Le marché aux puces de la fabrique Saint-Étienne de New Carlisle tient à vous informer qu'il sera fermé du 22 décembre au 5 janvier inclusivement. Réouverture le 6 janvier à 13h. Joyeuses fêtes à tous. Il y aura Jamboree au profit de la Fondation Linda Lamore Brown à la salle communautaire de Saint-Pédis le 29 décembre de 13h à 18h. Plusieurs orchestres invités, le coût d'entrée de 5 $. Soirée dansante au centre communautaire de Saint-Pédis, samedi le 31 décembre à 21h. Musique, les copains Georges et Ronald. Venez fêter avec nous. Il y aura soirée dansante au Club des 50 ans et plus de Bonaventure, samedi le 31 décembre avec la disco de Pierrette Bélanger. Un léger goûter vous sera servi. Le coût est de 8 $. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport le samedi 31 décembre à 21h avec la musique Gérard et Rose. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 18 décembre. L'équipe de Télévague vous souhaite à tous un très joyeux temps des fêtes. Soyez très prudents et surtout responsables si vous prenez un verre et surtout si vous en prenez plusieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous le 15 janvier 2017. À titre de préfet de la MRC Bonaventure, je souhaite à toute la population de la MRC un joyeux Noël, une bonne et heureuse année. Je vous souhaite aussi la santé, afin que vous puissiez réaliser tous les objectifs que vous vous êtes fixés pour l'année 2017. Joyeux Noël, bonne et heureuse année à tous et à toutes. Cette année, les citoyens, citoyennes, entrepreneurs et élus de la MRC du Rocher-Percé ont travaillé fort envers la vitalité du territoire. Maintenant, c'est le temps des fêtes. Profitons-en avec nos proches, profitons-en avec notre famille et nous nous retrouvons en 2017 debout, forts et prospères. Un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens et citoyennes de la MRC du Rocher-Percé.